Pour Hegel, le monde dans sa dimension historique réalise l'auto-révélation dialectique de la conscience. Comme il le dit dans son curieux idiome, l'histoire touche à sa fin lorsque l'esprit prend conscience de son identité comme esprit, qu'il cesse d'être aliéné de lui-même par l'ignorance de sa nature propre, qu'il s'unit à lui-même à travers lui-même et donc qu'il reconnaît qu'en cette occasion son objet et lui-même participent de la même substance, puisque la conscience de la conscience est conscience. Dans le jargon prétentieux de la philosophie continentale, on dira que le dualisme entre sujet et objet a été surmonté. En dehors des réserves justifiées qu'on devrait avoir quant à cette victoire et davantage encore quant à sa célébration comme fin de l'histoire, il est intéressant de noter que certaines étapes de cette histoire sont spécialement marquées, l'art constituant une de ces étapes et la philosophie une autre, étant entendu que la mission historique de l'art est de rendre la philosophie possible. Après quoi il n'aura plus de mission historique dans le grand mouvement cosmo-historique. La formidable vision philosophique de l'histoire proposée par Hegel trouve presque une confirmation étonnante dans l'œuvre de Duchamp qui pose la question de la nature philosophique de l'art à partir de l'intérieur de l'art. Cela implique que l'art est déjà une forme vivante de philosophie et qu'il s'est maintenant acquitté de sa mission spirituelle en révélant l'essence philosophique qui constitue son noyau. La tâche peut dès lors être confiée à la philosophie proprement dite et qui est armée pour venir directement et définitivement à bout de la question de sa propre nature. Ainsi, l'art trouve-t-il enfin son accomplissement et son aboutissement dans la philosophie de l'art. Mais ceci n'est qu'une façon cosmique d'accomplir la deuxième étape du programme platonicien qui a toujours consisté à substituer la philosophie à l'art et à ennoblir ce dernier avec condescendance, en le traitant comme une des formes aliénées de la philosophie, en quête de clarté quant à sa propre nature, comme nous le sommes tous concernant la nôtre. Peut-être y a-t-il du vrai dans cette manière de voir les choses. Lorsque l'art intériorise sa propre histoire, lorsqu'il prend conscience de son histoire comme il a été amené à le faire à notre époque, de telle sorte que la conscience de son histoire forme une partie de sa nature, il est peut-être inévitable qu'il finisse par se transformer en philosophie. Et si cela se produit, alors on peut dire qu'en un sens important, l'art arrive à son terme. Je ne saurais établir la structure d'une telle histoire possible dans le cadre de cet essai, mais le lecteur peut se rapporter à la fin de l'art. Mon souci principal a été de montrer que l'histoire quelque peu indigente de la philosophie de l'art est une vaste tentative politique visant soit à émasculer l'art, soit à le supplanter. J'ai tenté également d'esquisser certaines des stratégies de cette longue et peu édifiante occupation. En psychothérapie se pose toujours la question de savoir si le fait de connaître l'histoire d'un symptôme constituera une cure ou entraînera seulement une sorte d'acquiescement. Après tout, selon la conception peut-être réaliste de Freud, il se peut que nos pathologies soient le Kern unseres Wesens, le noyau de notre être. Et dans le cas qui nous occupe, il se peut fort bien que l'art soit désormais investi par sa philosophie, à un point tel qu'on ne puisse plus dissocier les deux, afin de le délivrer des conflits dans lesquels l'esthétique l'a piégé. Mais en guise de vengeance, la philosophie à son tour a été piégée par ses propres stratagèmes. Si l'art ne fait rien arriver, et s'il n'est autre chose qu'une forme déguisée de philosophie, alors cette dernière également ne fait rien arriver. Tel était bien entendu le point de vue de Hegel, comme le montre cette phrase, une des plus mélancoliques qu'un philosophe puisse lire. Lorsque la philosophie peint son gris sur le gris, une forme de vie a vieilli. La philosophie fait son apparition juste au moment où il est trop tard pour tout sauf pour comprendre. Donc, si conformément à un slogan retentissant pétrifié entre-temps en cliché radical du marxisme, nous voulons changer le monde plutôt que de le comprendre, la philosophie n'est d'aucune utilité. Aussi, lorsque l'histoire devient consciente d'elle-même, il est par définition trop tard pour que cela puisse produire le moindre changement. C'est ainsi que la philosophie de la nature historique de l'être, qui soutient que l'art est un avatar de la philosophie, révèle que la philosophie est un avatar de l'art, ce en quoi réside la grande ironie de la théorie hegelienne. La seconde étape de l'attaque platonicienne se ramène à la première,
et la philosophie, après s'être opposée à l'art, s'oppose finalement à elle-même. Voilà qui pourrait nous expliquer d'une certaine manière pourquoi la structure argumentative que la philosophie avait initialement montée contre l'art est de nouveau renvoyée à l'expéditeur en tant que mise en question de l'entreprise philosophique elle-même. Guérir philosophiquement, l'art de la philosophie s'avère donc assorti d'une prime. En procédant de cette façon, nous guérissons la philosophie d'une paralysie par laquelle elle fit débuter sa longue histoire en affectant son grand ennemi. Voilà qui pour le moment suffit peut-être en matière de philosophie spéculative de l'histoire. Cependant, il serait dommage de ne pas pousser plus en avant, car si aucun des arguments philosophiques qui ont été avancés pour établir que l'art ne fait rien arriver n'est convaincant, il n'en reste pas moins que l'histoire de l'art et l'histoire de la censure. Il serait donc intéressant de chercher quelle peut bien être l'efficacité de l'art pour qu'il soit considéré comme si dangereux qu'il mérite, sinon d'être supprimé, du moins d'être soumis à un contrôle politique. J'essaierai donc de conclure sur une note positive concernant les pouvoirs de l'art. La première remarque qui s'impose, et j'admets volontiers qu'elle n'a rien de passionnant, c'est qu'une fois que l'art a été séparé des théories philosophiques auxquelles il devait ses caractéristiques, la question de savoir s'il fait arriver quelque chose n'est plus très intéressante du point de vue philosophique. C'est au contraire une question plutôt empirique que l'histoire, la psychologie ou quelque autre science sociale doivent trancher. Il existe des théories de l'histoire, le marxisme en est un bon exemple, qui excluent l'art des facteurs déterminants profonds du changement historique, puisqu'il est censé se borner à refléter ou à exprimer de tels changements. Il appartient à la superstructure plutôt qu'à la base du processus historique, étant entendu que celui-ci se meut sur deux niveaux, dont un seulement possède une force causale. Les marxistes ont parfois placé également la philosophie dans la superstructure passive, transposition auto-neutralisante si le marxisme est lui-même une philosophie et se propose de changer le monde. Ce dilemme a été adroitement esquivé par ceux des marxistes qui traitent le marxisme comme une science et placent celle-ci à l'intérieur de la base dynamique. Ainsi, en Union soviétique, alors lors de la célèbre controverse linguistique, une incohérence plus profonde réside à mon avis dans la répression de certaines formes d'art, marque après tout distinctive des gouvernements communistes qui par ailleurs souscrivent aussi au principe du matérialisme historique. Car si ces principes étaient vrais, l'art serait impuissant de faire autre chose qu'exprimer la structure profonde de la réalité historique, quelle que soit sa forme. De ce fait, la répression serait ou bien superflue ou bien impossible. Bien sûr, les idéologues peuvent toujours rétorquer que ce qui n'est pas conforme à la théorie n'est pas de l'art. Mais cela ne sauve la théorie qu'au prix de la rendre triviale. Par ailleurs, nous nous retrouvons avec une chose anormale qui manifestement ferait arriver des choses si on ne le supprimait pas et qui serait de l'art si cette possibilité n'avait pas été exclue par un fiat au bureau politique. Une réponse moins trivialisante serait de dire que l'art offensant reflète une infrastructure qui le contamine et que la répression ne sera plus nécessaire une fois la base purifiée de toutes les contradictions. Mais cela nous laisse avec la question de savoir pourquoi il faudrait combattre et réprimer de simples reflets de l'agent contaminant, puisqu'ils disparaîtront lorsque leurs conditions matérielles le feront. Il faudrait donc attaquer les conditions matérielles plutôt que leur épiphénomène dans la superstructure. Ce n'est pas le lieu ici d'analyser les théories marxistes de l'histoire, mais même si elles sont vraies, il en suit uniquement que l'art ne saurait faire arriver quoi que ce soit au niveau de la base. Il faudrait donc modifier l'idée d'Oden en disant que la poésie ne fait rien arriver de profond. Mais cela ne vaut pour tous les éléments de la superstructure. Cela vaut pour tous les éléments. Pourquoi alors mettre l'art à part? Le même type d'argumentation est valable pour toutes les théories profondes de l'histoire qui, heureusement ou non, ne font plus guère partie de la mode intellectuelle. D'après ces théories, même la politique ne fait rien arriver qui lui soit propre et se borne à être expressive. Le célèbre chapitre de Burckhardt, l'État considéré comme création d'art, prend une signification spéciale à la lumière des conceptions de l'histoire et du style historique,
qui constituait l'atmosphère dans laquelle il a conçu ses thèses. Cette conception du style historique qui nous incite par exemple à considérer que l'expressionnisme abstrait a exprimé les mêmes réalités économiques profondes qu'exprimait par ailleurs la politique étrangère d'Eisenhower, la politique intérieure de McCarthy et la mystique féminine, ou à voir dans le pop art d'un côté la politique de Nixon, la contre-culture et le mouvement de libération des femmes de l'autre, des expressions de la même réalité tendent à dissoudre toutes les relations horizontales entre phénomènes de surface en faveur des relations verticales entre la surface et la profondeur. Mais là encore, la même conclusion s'impose, à savoir que l'art n'est pas particulièrement plus inefficace que n'importe quoi d'autre faisant partie de la surface des changements historiques. Dire que la politique ne fait rien arriver qui lui soit propre requiert évidemment une vision vraiment très profonde de l'histoire. Mais dès lors que, écoutant le bon sens, nous accordons quelques pouvoirs à la politique, il devient difficile de savoir où tracer la limite et pourquoi, en fin de compte, l'art devrait être d'une inefficacité toute particulière qui le réduirait au statut de pur reflet. Dès lors que nous retournons à l'histoire de surface, ou que nous lui accordons de nouveau une efficacité historique, la question de savoir si la poésie fait arriver quelque chose semble être simplement une question de fait. Il serait futile de supposer que des lectures publiques de poésie auraient dû sauver les Juifs. Il y a des moments où l'épée est plus puissante que la plume, mais c'est seulement au nom d'attentes extravagantes et immodérées qu'on pouvait supposer que la poésie aurait dû sauver les Juifs ou que les folk songs auraient dû sauver les baleines. Hamlet, par exemple, pensait que l'art pouvait être efficace dans la guerre qu'il menait à Claudius, et en un sens il avait raison. Cependant, il avait raison non parce que la pièce à l'intérieur de la pièce était de l'art, mais parce qu'en tant qu'art, elle était capable de faire comprendre à Claudius que son crime était connu d'une autre conscience que la sienne, ce que Hamlet n'avait peut-être pas le courage de faire comprendre directement. Car comment Claudius aurait-il pu s'expliquer le choix d'une pièce de théâtre autrement que par le fait, d'une part, que Hamlet connaissait la vérité sanglante et qu'il voulait que Claudius le sache, et d'autre part qu'il avait choisi le meurtre de Gonzague dans l'intention de révéler cet état de choses. Ainsi, la pièce fonctionnait métaphoriquement comme un miroir pour Claudius, mais non pour les autres membres du public, ou alors seulement de manière adventice. Et pourtant, sans être un miroir aux yeux des autres membres du public, elle était de l'art pour eux, au même titre que pour Claudius, aux yeux de qui elle fonctionnait comme un miroir. La pièce les choquait, les ennuyait ou même les amusait, ce qui veut dire qu'en tant que théorie générale de l'art et de son efficacité, la théorie de Hamlet est mauvaise. Elle est aussi mauvaise que le serait une théorie soutenant que la poésie est un code, parce que quelqu'un s'est trouvé avoir écrit un poème anagrammatique grâce auquel le lecteur initié peut accéder à la formule de la bombe atomique. La petite mélodie de The Lady Vanishes encode un secret important, mais le fait qu'il s'agit d'une chanson populaire n'a rien à voir avec l'utilisation spéciale qu'on a pu en faire. Il se pourrait que toutes les remarques qu'on peut faire fussent aussi peu passionnantes, encore que l'exemple que je viens de proposer risque de suggérer faussement que l'art ne fait rien arriver, sinon de manière adventice, lorsqu'on en fait un usage extra-artistique. Ce qui laisse intacte l'idée bien connue qui ne fait rien arriver intrinsèquement en tant qu'art. Cela nous ramène à la première forme de l'attaque platonicienne. Un tel résultat doit être erroné. Si j'ai eu un tant soit peu raison, lorsque j'ai soutenu dans la transfiguration du banal que la structure des œuvres d'art est la même que celle de la rhétorique, et que cette dernière a comme tâche de transformer d'abord les esprits, ensuite les actions des hommes et des femmes, cela par une cooptation de leurs sentiments. D'autre part, il y a sentiment et sentiment. Certains donnent lieu à tel genre d'action, et certains à tel autre, et la poésie peut faire arriver quelque chose si elle favorise une action susceptible de faire arriver quelque chose. Or, si la structure de l'œuvre d'art est réellement du même type que celle de la rhétorique, alors le fait qu'elle agisse de la sorte ne peut pas lui être extrinsèque. Ainsi y a-t-il après tout des raisons d'avoir peur de l'art. Je ne suis pas certain que la structure de la rhétorique soit la même que celle de la philosophie, puisque le but de la philosophie est de prouver plutôt que de simplement persuader.
mais la structure commune de la rhétorique et de l'art nous aide à comprendre pourquoi Platon a adopté la même position hostile face aux deux activités et pourquoi le socratisme esthétique pouvait paraître un choix si avenant. Et l'analogie entre les œuvres d'art et la féminité n'est-elle pas due à la réduction de cette dernière au sentiment en opposition à la raison censée être masculine? En sorte que le programme de Platon visant à rendre les femmes pareilles aux hommes ne serait qu'un autre aspect de son programme consistant à rendre l'art identique à la philosophie. En tout cas, cela a abouti à un long et fatidique assujettissement. Aussi, une des tâches des pages qui suivent sera-t-elle de détacher de l'art certains pans de la philosophie de l'art, tâche d'autant plus opportune que nous avons assisté récemment à la tentative de déconstruire la philosophie en la traitant comme si elle était de l'art.